Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième webinaire Club Afrique de France Invest, où nous sommes heureux d'accueillir à la fois Thierry Déault, fondateur de Meridian, Bertrand Andriani, Managing Partner de Linkletter, et on a la chance d'avoir le ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, Amadou Daud, qui nous rejoindra dans 20 minutes. Alors, le financement des infrastructures sur le continent est un sujet absolument massif. Je vais peut-être commencer d'abord par présenter nos interlocuteurs, peut-être faire une petite introduction générale. Je vous rappelle à tous que vous pouvez à tout moment poser des questions par écrit sur Zoom. Évidemment, les intervenants seront heureux d'échanger avec vous. Bertrand Andriani, manager et associé du cabinet d'avocats Linkletter à Paris, dirige le département énergie et infrastructure et également le groupe Afrique de Linkletter. Ça fait plus de 35 ans qu'il travaille sur le continent. Il a financé l'essentiel des grands projets d'infrastructure sur cette période. Donc voilà, c'est un des experts, un des référents en matière d'infrastructure, de PPP et de financement d'énergie et de mines sur le continent. Je ne sais pas s'il faut présenter Thierry Déault sur un webinaire sur les infrastructures. Je pense que l'intégralité des participants le connaissent. Moi, je vais quand même le faire. Bon, Thierry a une carrière impressionnante. Il a, après des brillantes études en France, été patron d'Egis, mais surtout, il a fondé Meridiam, qui est un des intervenants majeurs au niveau mondial dans le financement des infrastructures, avec plus de 18 milliards aujourd'hui d'actifs under management. On a tous suivi, en tout cas au niveau français, le rôle que Meridiam a joué récemment sur le Suez et Veolia. Et donc finalement, je vous poserai une question un peu provocatrice. Il est très présent sur les États-Unis, l'Europe, et il a choisi de s'intéresser à l'Afrique il y a 10 ans. Et donc c'est intéressant de voir. Et il peut comparer sur tous les continents de la planète ce que sont le financement des infrastructures et si les gaps de risque sont mérités. Je présenterai tout à l'heure, quand il arrivera, le ministre du Sénégal, Amadou Daud. On va attendre son arrivée. Moi, peut-être pour introduire, parce que donc, avant de créer Amétis, avant de directeur général, je ne sais pas, celui de nos collègues qui s'est mis à la météo en mute. Je dirigeais le département infrastructure et PPP de l'AFD. Donc, j'ai eu 4 ou 5 années de ma vie où j'ai été très confronté à ce sujet des infrastructures. Et je dirais, j'en suis ressorti avec trois constats que je voudrais partager et qui sont un bon moyen d'ailleurs de lancer le débat. Le premier constat, c'est, on le sait tous, mais il faut toujours rappeler les chiffres parce qu'ils sont quand même scotchants, c'est le gap entre ce dont dispose un Africain en matière d'infrastructure et ce dont dispose un Européen ou un Américain. Les 48 pays d'Afrique, ils ont contribué à moins de 1% des émissions mondiales de CO2 depuis 1751. On a un petit problème, non? On a perdu… Non, c'est bon. Donc, je disais, l'Afrique a été un très faible contributeur aux émissions de CO2 mondiales parce qu'elle n'avait pas d'énergie. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 500 kWh par habitant contre 6 000 en Europe. Et encore, si j'enlève l'Afrique du Sud, c'est-à-dire 12 fois moins d'énergie par habitant. Et si j'enlève l'Afrique du Sud, ce serait plutôt 20 fois moins. En termes d'émissions de CO2, c'est 0,8 kg par habitant en moyenne. Si j'enlève l'Afrique du Sud, on serait à 0,4. Donc, il y a un gap massif. Et là, je ne parle que d'énergie, mais si je parlais de la ville, de l'habitat, des infrastructures en général, ce serait pareil. Donc, il y a un besoin massif pour un continent qui va représenter bientôt 2 milliards d'habitants. La deuxième chose, et c'est le thème de cette conférence, de ce webinaire, c'est la perception du risque. En règle générale, ce n'est pas propre aux infrastructures. Il y a toujours eu un gap de perception entre la réalité du risque africain et sa mesure par les autres continents. Il y a un préjugé africain, je dirais. Et pour l'illustrer, moi, j'utilisais souvent et pour une raison simple, c'est qu'on met souvent le risque souverain comme le référent de la mesure du risque. Or, on peut investir dans un pays, dans la meilleure société du pays, dans une très belle infrastructure, qui peut présenter un meilleur niveau de risque que le risque souverain. Et comme il y a eu des problèmes d'annulation de la dette sur le continent, les risques souverains sont souvent évalués de façon élevée.
Pour citer un chiffre, pendant longtemps, quand vous regardiez les spreads de risque, ils capturaient des taux de douteux en Afrique de 35 à 40%, alors que la réalité est entre 6 et 12. Donc je pense qu'en infrastructure, c'est pareil, et je laisserai Thierry et Bertrand nous dire ce qu'ils en pensent. Enfin, pour conclure, avant de donner la parole à Bertrand et puis à Thierry, il y a eu une vague de PPP sur le continent pendant pas mal de décennies. Mais ça, je pourrais reposer la question à Amadou tout à l'heure. Et je pense que l'équilibre dans les PPP entre les exigences des États d'une part et les exigences légitimes aussi de rendement, compte tenu du risque additionnel des investisseurs, a souvent été une zone d'incompréhension qui n'a pas permis le développement des infrastructures. Voilà, donc ça c'était un peu pour set the scene, comme on dit en bon français, de donner un peu une idée du paysage. Et peut-être Bertrand, je commencerai par vous. Vous avez 35 ans, donc que vous travaillez sur ce continent. Est-ce que vous sentez en ce moment une évolution? Est-ce que il y a 15 ans, quand on regardait les investissements en Afrique, c'était essentiellement du pétrole, du gaz. Après, il y a eu la vague des télécoms. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, on commence à avoir quelque chose de plus général dans d'autres domaines, y compris bien sûr les énergies renouvelables? Et est-ce que vous voyez plus d'investisseurs arriver? En gros, est-ce que Linkletter a plus de boulot qu'avant et sur des projets différents, ou est-ce que ça stagne? Merci, Luc. Donc, Bertrand Daillé, je précise que Linkletter, pour ceux qui ne connaîtraient pas le cabinet, est un cabinet d'avocats. Donc, je suis moi-même avocat et donc juriste. Néanmoins, je ne vais pas vous gâcher votre mercredi matin avec des réflexions de juristes, mais plutôt effectivement des réflexions sur des perceptions de marché. Et pour répondre à la question de Luc, je vais m'appuyer essentiellement sur deux études que le cabinet a menées cette année et qui, je pense, répondent en partie à cette question. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà dire oui, il y a du changement dans la perception du risque, oui, il y a un engouement. Et ça, on le constate pas simplement au niveau de Linkletters, mais également, évidemment, on a beaucoup plus de travail sur l'Afrique de nos jours. Mais également, on le constate aux chiffres. Et donc, les études en question, je vais les décrire très, très rapidement. La première, c'est une étude sur le financement de projet. Donc, financement de projet qui, comme vous le savez, est une des principales techniques de levée de fonds pour le financement des infrastructures. On avait, en janvier de cette année, procédé à une étude pour savoir qu'en était-il de l'évolution des levées de fonds en financement de projet sur la dernière décennie, donc 2011 à 2020. Et on s'attendait en particulier à ce que 2020, année de la pandémie, année de la crise sanitaire, se transforme en un moindre volume de levée de fonds par rapport aux années antérieures. Et la surprise a été de constater qu'il n'en est rien. 2020, en matière de financement de projet, je précise bien, c'est financement de projet, ce n'est pas investissement, c'est traduit, a marqué en réalité une année record, puisqu'on a eu 28 opérations recensées qui ont représenté 30 milliards de dollars, ayant atteint donc la clôture financière. Donc, ce qui veut dire plus du double en valeur des opérations de 2019. En 2019, pour un nombre d'opérations à peu près comparable, on avait un peu plus de 12 milliards en valeur de clôture financière de financement de projet. Donc, c'est quand même très révélateur. Alors, c'est vrai que l'année 2020 a été un peu faussée. Les chiffres de l'année 2020 ont été un peu faussés par une opération très importante qui a eu lieu au Mozambique, Area One Mozambique LNG, qui est donc, comme son nom l'indique, un projet de train de GNL au Mozambique et qui, à elle seule, vous savez, les trains de GNL sont des projets qui sont très, très consommateurs de fonds, et à elle seule, cette opération a représenté plus de 20 milliards de dollars en financement de projet. Donc, évidemment, ça fausse un petit peu la donne, mais néanmoins, il faut quand même en tenir compte. Et la réalité, c'est qu'on a bien en 2020 une année record en levée de fonds en financement de projet. Donc, évidemment, avec le Mozambique loin devant tout le monde, mais parmi les autres pays qui ont eu recours au financement de projet, évidemment l'Afrique du Sud, le Maroc,
le Nigeria, la Guinée, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, pour donner certains des principaux noms. Et ça, c'est sur 2020. Et sur toutes les décennies, à nouveau, Mozambique et Afrique du Sud sont clairement les deux principaux pays qui ont eu recours à cette technique. Et ensuite, on retrouve évidemment, notamment pour la zone d'Afrique centrale et de l'Ouest, sans surprise, des pays comme le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire comme principaux consommateurs, évidemment au nord, le Maroc. Alors, autre constatation intéressante de cette étude, qui permet aux Français, en tout cas, de pousser un cocorico, c'est l'importance des sponsors français, puisque pas moins de 53 projets ont eu une participation française, donc de sponsors de tout type, des ENGIE, EDF, Énergie Renouvelable, Total, et puis évidemment d'autres acteurs importants des infrastructures françaises comme tous les constructeurs, les Vinci, Bouygues, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est évidemment une très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que les Français sont partout en Afrique de nos jours. Ça n'est plus comme autrefois où les Français investissaient de manière prioritaire en Afrique dite francophone, les Portugais en Angola, les Sud-Africains en Afrique australe. De nos jours, ce qu'on constate, c'est vraiment un éclatement de l'investissement et tout particulièrement de la part des acteurs français, une véritable mobilité sur le continent. On les retrouve aussi bien en Éthiopie qu'en Afrique du Sud ou au Kenya. Enfin, autre constatation de cette première étude, c'est le fait que les énergies renouvelables, en 2020, ont représenté la majorité des transactions. Pas en volume, parce que les volumes de la pétrochimie, enfin du secteur des hydrocarbures restent plus importants pour des raisons à nouveau d'investissement, de montant des investissements. Mais en revanche, en nombre d'opérations, c'est clairement les énergies renouvelables qui ont pris le dessus, puisqu'on a 13 projets sur le total qui étaient destinés aux énergies renouvelables. Donc voilà pour cette première étude qui je pense, marque un infléchissement intéressant, à nouveau sur le domaine spécifique des financements de projets. La seconde étude concerne, quant à elle, plutôt le monde des fonds d'infrastructure, et tout particulièrement les fonds d'infrastructure qui ont un focus sur l'Afrique. C'est une étude sur laquelle on a communiqué il y a à peine 2 jours. Et là aussi, alors il s'agit d'une étude qui est menée sur les objectifs affichés par les fonds d'infrastructure, par les managers, les gestionnaires d'actifs, sur le premier semestre 2021. Donc, c'est vraiment tout récent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les fonds d'investissement d'infrastructure actifs en Afrique ont fixé en 2021 des objectifs records de levée de fonds, puisque au total, 10 fonds ont fixé des objectifs dont les montants combinés s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars, ce qui représente 3 fois l'objectif annuel moyen de ces 10 dernières années par rapport à ces mêmes fonds. Donc, c'est quand même une nette augmentation par rapport aux années précédentes et a priori de bon augure pour la suite. Évidemment, c'est des objectifs. Ensuite, il faudra voir s'ils ont été réalisés. Cette année 2021 a également été marquée par des créations de fonds d'infrastructures avec un focus sur l'Afrique plus importante que jamais, puisque sur le premier semestre uniquement, on a eu une création de 10 fonds d'infrastructure contre une moyenne de 4 par an au cours de la dernière décennie. Et enfin, concernant les vraies levées de fonds, donc ce dont disposent actuellement les gestionnaires d'actifs pour des fonds d'infrastructure sur l'Afrique, donc ce qu'on appelle la dry powder, donc
les fonds engagés mais non encore investis dans des projets s'élève également à des niveaux records puisqu'elle est de l'ordre de 2 milliards de dollars, un petit peu plus de 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 700 millions de dollars par rapport à 2020. Donc là encore, une bonne nouvelle. Et évidemment, tout investissement futur par ces fonds s'ajouterait aux fonds qui sont déjà engagés actuellement. Alors, les fonds d'infrastructure ont également, donc, cette année, procédé à de nombreuses opérations. Au total, on a 14 transactions au cours de la première moitié de 2021. Alors, évidemment, l'Afrique du Sud, comme c'est fréquemment le cas, arrive en tête, suivi de la Namibie, de l'Égypte, du Ghana et du Mozambique. En Afrique francophone, ou dite francophone, pardon, les principaux pays ciblés sont sans surprise à nouveau le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Alors, l'autre constatation qui rejoint finalement celle qu'on avait faite dans la première étude pour les financements de projets, c'est l'appétit pour le vert, pour les actifs verts. Puisque cet appétit, le montant, la proportion des actifs verts qui ont été acquis par des fonds d'infrastructure par rapport au total est au deuxième niveau le plus élevé depuis 2015, avec une très grande majorité des opérations, donc 12 sur 14 sur ce premier semestre, qui ont eu lieu dans le domaine de la transition énergétique, donc que ce soit le domaine des énergies renouvelables à proprement parler, le stockage d'énergie, un nouveau type de batterie, ou encore les transports à faible taux d'émission de carbone. Alors, ces investisseurs en Afrique, qui sont-ils exactement? Bertrand, je vous donne encore 2 minutes pour pouvoir après, avant que le ministre le rejoigne, que Thierry puisse également commenter ce que vous dites. Allez-y. Très bien. Donc, qui sont donc ces investisseurs en Afrique? Bon, au premier chef, on a les investisseurs sud-africains. C'est très clairement de l'Afrique du Sud que provient le gros des investissements, en particulier les gros fonds de pension sud-africains ou les gros gestionnaires d'actifs sud-africains, mais qui gèrent des fonds de pension, évidemment. Donc ça, c'est clairement les principaux investisseurs. Ensuite, on a évidemment beaucoup de banques ou d'institutions de développement internationales. Alors, ça peut être soit des institutions africaines, on en voit de plus en plus. Alors, il y a la BAD, par exemple, la Banque africaine de développement et ses filiales, ou de nouvelles institutions qui sont entre public et semi-public, comme Africa 50 ou Africa Finance Corporation, qui sont des institutions panafricaines que l'on voit de plus en plus. Mais évidemment, il y a également toutes les grandes institutions de développement occidentales, donc l'OPIC devenu DFC, aux États-Unis, les AFD ProParcours en France, la CDG, le groupe CDC, pardon, le groupe CDC en Angleterre. Et bon, finalement, des gestionnaires d'actifs avec une logique plus privée, il y en a également. On en a 2 exemples très méritants ici, avec Meridiam et Ametis. Il y en a d'autres, évidemment. Pour ces fonds-là, ce qui est intéressant, c'est que très fréquemment, les fonds investis, les LP, sont eux-mêmes en réalité des institutions de développement, des banques publiques. Donc finalement, du private equity purement privé reste relativement minoritaire pour l'instant, et je pense que c'est le grand challenge pour les fonds d'infrastructure en Afrique, c'est la capacité à lever également des fonds auprès de fonds de pension et de sociétés d'assurance de par le globe pour un investissement en Afrique. Merci Bertrand. C'est une bonne transition, parce que je suis sûr que Thierry va vous contredire en partie. Alors, moi, quand même, pour info, j'ai 75% de mes investisseurs qui sont privés. Mais je pense que vu les montants que j'ai cités pour Meridiam, Thierry va nous dire quelque chose d'équivalent.
Donc Thierry, merci. Donc voilà, je repose la question tout à l'heure. Finalement, Meridiam, quand on voit la taille des actifs que ce fonds que tu as créé gère, c'est-à-dire plus de 18 milliards aujourd'hui, pourquoi avoir été en Afrique finalement? Parce qu'à la limite, il y a des perspectives de croissance dans les infras dans d'autres continents. Ça fait 10 ans et quelle leçon tu en as tiré? Merci, merci Luc et merci pour la trop généreuse présentation de mon parcours tout à l'heure. La première réponse rapide par rapport au contexte, c'est parce qu'on a vu une opportunité dans l'écart de perception du risque et du risque réel en Afrique. Et c'était très clair pour nous. Après, les autres critères pour le choix de l'Afrique il y a 10 ans, bien évidemment, c'est le fait qu'il y a à la fois une demande extraordinaire, mais une capacité en répondant à la demande d'impact aussi extraordinaire. Hein. C'est que chaque investissement qu'on fait dans des infrastructures essentielles en Afrique a un impact macroéconomique, soit énergétique ou autre, qui est souvent à l'échelle des pays ou des sous-régions assez massif. Donc, ça, c'était pour nous un critère important. L'autre était que quand on a regardé justement la perception du risque et je simplifie un peu, mais les investisseurs voient en Afrique pour les infrastructures surtout un risque de développement, donc de pipeline. Est-ce que les opportunités seront là? C'est difficile, c'est long. Et puis, ils voyaient aussi un risque politique de long terme pour les contrats. Je simplifie à outrance, mais pour éviter de parler trop longtemps. Et ces deux risques, on s'est dit que c'était des risques que nous, on savait maîtriser et que du coup, l'équilibre risk-reward qu'on pourrait sortir de l'Afrique pourrait être finalement une véritable opportunité intéressante pour nos investisseurs par rapport à ce qu'on aurait pu sortir dans d'autres régions. Et je rajoute à ça que le marché des PPP et des infrastructures en Afrique a quand même été beaucoup standardisé par le passage des MDBs et des DFI, de fait, des standards communs qui sont utilisés, notamment les AFC standards sur les sujets ESG, mais dans les structures contractuelles et de montage de financement, finalement, assez standardisées. On n'a pas des pratiques qui varient de pays en pays en Afrique. Alors là, je généralise un peu, mais en tout cas, on a un marché régional sur l'Afrique qu'on peut adresser sans avoir de grosses variations dans. On a perdu Thierry. On va attendre un petit peu en espérant que Thierry puisse se reconnecter. Je ne sais pas si… Bon, en attendant que Thierry puisse te rejoindre à nouveau, je ne sais pas si vous m'entendez. On a un problème technique là. On vous entend, Luc. OK. Oui, donc je vais rebondir sur ce que Thierry est en train de dire. C'est vrai que, je le cite en introduction, le gap, les PPP se sont normalisés aussi parce qu'il y a eu quand même dans la décennie, on va dire, en tout cas fin des années 90, milieu des années 2000, le continent a été émaillé, notamment dans l'énergie, d'histoires de PPP où les relations entre les États et le concessionnaire ont été souvent tendues, décevantes pour chacune des parties. Et c'est vrai que la normalisation, c'est ce que disait Thierry, la normalisation a vraiment fait beaucoup de bien. Je pense que Bertrand, de ce point de vue-là, vous avez dû le voir, parce que pour le coup, ça c'est vraiment du juridique.
euh, les contrats de PPP d'aujourd'hui. Et ce serait une partie des questions que je poserai à Madouad quand il va nous rejoindre, parce que le Sénégal a eu la chance de vivre pas mal de PPP finalement. Des secteurs différents, dans l'eau, dans l'énergie, dans le secteur routier, mais c'est très important, comme dans tous les mariages, c'est très important que le contrat initial ne conduise pas à des frustrations ultérieures. Oui, on a clairement une normalisation des contrats de PPP, des contrats de concession qui se ressemblent de plus en plus, et on part finalement de modèles qu'on arrive à banquer, comme on dit, à présenter à des prêteurs. Il y a également une meilleure connaissance, une professionnalisation finalement des personnes qui travaillent auprès des États, que ce soit des fonctionnaires ou des advisors, ce qui permet effectivement une plus grande fluidité dans les relations lors des montages des projets. Par ailleurs, il y a quand même, il faut le signaler également, il y a parfois une volonté de la part des États de tenter un rééquilibrage des relations. Ils considèrent parfois que les PPP de la décennie écoulée ont été un peu trop favorables aux investisseurs, notamment sur le plan juridique. Il y a parfois des tentatives de remise en cause de certains acquis. Bon, c'est de bonne guerre, mais ça fait partie effectivement des challenges auxquels on a parfois à faire face en tant que conseil des sponsors et des prêteurs. Je vois que Thierry nous rejoint. Super. Oui, donc Thierry, comme on t'a perdu quelques minutes et tu nous as quitté au moment où tu soulignais la normalisation des PPP. En ton absence, moi, j'ai rappelé quand même qu'elle était bienvenue parce qu'il y avait quand même eu une longue décennie, disons 90, début 2000, au moins 15 ans, où le continent avait été émaillé de frustration, soit du concessionnaire, soit des États, parce que les contrats initiaux, comme tous les contrats de mariage, faisaient des promesses d'un côté ou de l'autre qui avaient du mal à être tenues, quoi. Et le fait que les choses aient mûri, en fait, c'est une question fondamentale pour moi. Est-ce que les choses ont mûri? Est-ce que dans ce que tu as vécu depuis 10 ans, tu vois finalement plus de maturité dans ce qui est promis par chaque partie? Alors, ça y est, je suis de retour. Doublement. Bon, on va couper l'autre. Oui, alors, il y a beaucoup de maturité en effet, et je pense que notre prédiction qu'on pouvait amener des investisseurs avec une perception du risque corrigée. Et in fine, aujourd'hui, quand on lève des fonds en Afrique, on les lève avec l'idée que la prime de risque pour des infrastructures bien dérisquées, bien structurées, ne serait que de 300 à 500 points de base maximal par rapport à un portefeuille équivalent européen. On arrive à convaincre puisque dans les levées de fonds, nous, on a réussi en premier closing cette année à lever plus que la totalité des fonds qu'on avait levés la première fois, puisqu'on en est en dollars plutôt à 700 millions, avec un objectif de 900 millions d'ici la fin de l'année. Donc, c'est à la fois dans la réalisation des projets et les investissements qui se sont révélés très résilients, à la fois d'un point de vue risque politique contractuel, mais aussi d'un point de vue économique et financier, même pendant la crise Covid. Et puis le fait que les investisseurs le reconnaissent de plus en plus et de fait, on devrait même passer la barre des 85% de tout privé dans nos fonds plutôt que l'inverse avec des DFI. Pour en effet contredire ce que disait Bertrand tout à l'heure. Les vrais privés ont envie d'Afrique. Là, je vois que Amadou nous a rejoint. Absolument. Merci, Thierry, merci. Monsieur le ministre. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde.
Bienvenue à vous. Alors, je profite de votre arrivée pour vous présenter. Je m'étais gardé ça pour votre arrivée. Enfin bon, je pense que dans ce webinaire, tout le monde vous connaît. Vous êtes ministre de l'économie, du plan, de la coopération du Sénégal depuis maintenant plus de 2 ans. Vous avez été vice-président à la Banque africaine de développement dans ces domaines-là, donc vous les connaissez parfaitement. Vous avez, parce qu'on parlait des PPP, avant ça, été président du Fonds 6, conseiller du président Macky Sall, vous êtes président de l'aéroport Blaise Diagne, donc vous connaissez le secteur des infrastructures. Et avant ça, vous avez fait du conseil à l'international avant de rejoindre votre pays en 2012. Voilà, donc vous êtes un acteur clé de ce secteur-là, que vous voyez, que vous avez vu sur tous les angles, en tant que consultant, en tant que dirigeant de groupe public d'infrastructure, aujourd'hui en tant que ministre. Alors, moi, avant que vous arriviez, je disais que dans une vie antérieure, j'étais patron du département PPP de l'AFD, avant d'être un bon parcours de Créavitis. Et à l'époque, je faisais des cours à des étudiants français. Alors, j'adorais je me suis beaucoup servi de votre pays. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler. Mais parce que je leur disais, sur la perception du risque, c'était évidemment les cours sur les PPP en Afrique, et je leur disais, sur la perception du risque, à votre avis, où ont été les plus grands gouffres financiers en infrastructure sur la planète? Alors, ils cherchaient la tête, ils cherchaient Inga, ils cherchaient. Ils disaient, ben non, c'est AES et Enron. Sauf erreur de ma part, AES et Enron ne sont pas à Bangui, quoi. Donc c'était la première chose. Déjà, ça les réveillait. Par contre, là où j'étais un peu plus malicieux, c'est que quand j'attaquais justement le lien entre les États et les concessionnaires, je soulignais toujours 2 choses. Et le Sénégal a été à la fois exemplaire et pas exemplaire dans ce domaine. C'est ça que c'est passionnant, parce qu'au Sénégal, on trouve tout en matière de PPP. Je leur disais, il y a souvent des frustrations des États sur des questions de tarification qui sont légitimes parce que c'est éminemment politique, mais à vouloir parfois trop encadrer soit la tarification, soit le retour de l'investisseur, on peut arriver à un espace vide. Et dans le domaine électrique, la Sénélec a été un exemple au fil du temps de ces incompréhensions entre investisseurs. Et alors que dans le même pays, le Sénégal, vous aviez probablement un des PPP les plus successful du continent, qui était dans le secteur de l'eau, où justement l'État avait fixé une formule type pour éviter d'avoir à se payer de la tarification. Donc, dans votre pays, vous avez les deux, vous avez eu, si j'ose dire, tout. Et à l'époque, on ne parlait pas encore des phages, qui a été un beau succès, on ne parlait pas encore de la route, on ne parlait pas encore de l'Hermiandio. Je veux dire que le Sénégal est un pays où il y a des PPP dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à la fois aux investisseurs étrangers et aux investisseurs en infrastructure pour investir en Afrique, en leur disant finalement tout ça a beaucoup mûri et vous êtes dans des territoires où tout le monde sait à peu près ce qu'il peut attendre de l'autre partie, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Luc. Merci Thierry, Bertrand aussi pour l'invitation. Désolé, je n'ai pas pu vous rejoindre avant à cause de l'agenda à Riyad aussi depuis ce matin. Sinon, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, Luc, en fait, au Sénégal, on voit tout. On voit des PPP à paiement privé, mais on voit également des PPP à paiement public. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions réformé complètement le cadre des PPP avec une nouvelle loi qui regroupe les différents cadres, les différentes lois que nous avions pour rendre le cadre beaucoup plus simple et simplifié. Et le décret d'application a été peut-être même signé hier, donc le cadre il est vraiment prêt pour faire des PPP à paiement public et des PPP à paiement privé, faire des offres spontanées également dans certains secteurs, mais aussi travailler avec le secteur privé local, parce que dans la nouvelle loi, il est prévu que le secteur privé local ait un certain pourcentage, non seulement dans en fait, le capital des sociétés de projet, mais également une part un peu dans l'exécution pour renforcer un peu le contenu local. Mon premier conseil, c'est vraiment d'être prêt à travailler avec le secteur privé ou des institutions qui sont crédibles, qui peuvent aider l'investisseur étranger à vraiment s'insérer dans le tissu économique local
et avoir aussi les meilleures relations dans le pays. Un exemple d'investisseur institutionnel, c'est le Fonds 6 que nous avions lancé à l'époque, et je me réjouis d'ailleurs que les projets qu'on avait faits avec Meridiam sont vraiment un success story. Donc, tous les projets solaires, pratiquement 4 projets aujourd'hui, dont les 2 projets de Scaling Solar, sont avec Meridiam. Et c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant, parce que ça nous a permis, en un temps record, de construire un portefeuille avec un fonds très crédible, un fonds qui comprend l'Afrique, avec une équipe locale aussi qui était à la hauteur. Donc, les négociations et tout se sont très bien passées, très vite, parce que tout le monde vraiment était au même niveau. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième aussi, c'est de ne pas hésiter à regarder des PPP à paiement public ou bien un peu hybride. Aujourd'hui, avec le niveau d'endettement, avec les plafonds d'endettement, etc., même si à partir de 2023, notre ratio d'endettement PIB va beaucoup baisser, on sera autour de 53% avec l'arrivée du pétrole et du gaz en 2023. Entre d'ici et là, il faut quand même pousser pour plus de PPP, s'il le faut à paiement public, donc structurer un projet où l'État s'engage à travers un ministère sectoriel de payer un certain loyer chaque année sur un projet, sur une infrastructure. En contrepartie, il faut qu'il y ait une certaine performance. Nous sommes en train de regarder ce type de projet dans le secteur de la santé, mais cette fois, ce sera hybride. Un hôpital qu'on construit à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, un hôpital de niveau 4, qui aura 250 chambres, entre guillemets, publiques, et 50 chambres qui seront dédiées un peu au privé, avec tous les revenus allant vers l'État, mais l'État s'engage à payer un loyer tous les mois, et avec ce loyer, donc quelque part garanti par l'État du Sénégal, sous réserve bien sûr de la performance de l'hôpital ou dans la gestion. Avec ça, l'investisseur arrive à lever de la dette très concessionnelle. Et aujourd'hui, pour la dette, on considère un peu UKF. Pour la première fois, une agence d'export crédit accepte de financer un projet où le risque, ce n'est pas directement avec l'État, mais c'est indirectement. Parce que toutes les agences de crédit disent qu'il faut que l'État s'endette ou bien qu'il y ait une garantie souveraine sur le prêt. Ici, il n'y a pas de garantie souveraine sur le prêt. Ce n'est pas l'État qui s'endette, c'est la SPV qui s'endette, et à partir des cash flows de la SPV, comme un peu dans les IPP en fait. Et donc, c'est une bonne flexibilité. Pour des investisseurs français, par exemple, ce serait bien que BPI et d'autres agences de crédit export françaises puissent participer à ce genre de projet au lieu de se baser seulement sur les guichets privés des DFIs ou bien sur des financements commerciaux qui seront un peu plus chers. Pour nous, tout est du pass-through, en fait, hein, comme ça se fait dans ce genre d'opération. Donc, c'est ça que je voulais donner comme conseil, de regarder le partenariat local, regarder les PPP à paiement public. Nous sommes très friands, et je suis sûr que dans toute l'Afrique aussi, ça va également s'appliquer, parce que beaucoup de pays sont un peu dans la même situation que le Sénégal, regardent les PPP à paiement public. Et le dernier conseil aussi, c'est vraiment de ne pas hésiter pour moi à commencer des projets avant même le closing financier de la dette. Parce que si on veut tout attendre, que tout soit parfait, alors que les États sont très pressés, ça risque de poser problème. Parce que attendre que le closing, que tout soit fait, ça va prendre du temps. Comme vous le savez, ça prend du temps de travailler avec des DFI. Je suis un ancien DFI, je sais de quoi je parle. Et donc, avoir quelqu'un qui est risk taker, par exemple, comme Meridiam, qui dit, moi, je mets mon equity pour commencer le projet, et quand l'argent des DFI sera prêt, bon, on va suivre, d'accord? Ou bien même faire un bridge, trouver un bridge quelque part. Bien sûr, il faut tenir compte des coûts de ce bridge et l'impact sur le coût du service, mais c'est important la vitesse, parce que les PPP en Afrique, on nous dit que ça prend trop de temps à structurer, c'est lent, et du coup, les gouvernements, des fois, ne le font pas et vont directement contracter avec un industriel qui est backé par son pays avec une agence export-crédit pour aller vite, parce qu'on n'est élu que pour 5 ans. Maintenant, c'est 2 mandats pratiquement partout. Donc, les politiques aussi veulent avoir des résultats. Mais s'il faut 5 ans pour structurer un projet PPP, je pense que les gens ne seront pas très, très motivés. Il faut trouver des raccourcis, mais certains
il ne faut pas prendre trop de risques, bien sûr. Il faut que les choses se fassent à la fin, mais il faut aussi avoir confiance au pays. Dans certains pays, vraiment, l'État veut faire et va faire. C'est lent des fois, ça prend un peu de temps, mais in fine, les choses, comme on dit, they fall into place. Voilà. Merci. Ministre, merci, non, merci infiniment. C'est un bon moyen pour moi pour rebondir et vous demander à Thierry et à vous, j'ai envie de vous challenger ensemble tous les deux, parce que ce sujet de la mobilisation du privé, il implique aussi souvent, je pense, Valentin, laisse les intervenants, c'est mieux, il vaut mieux que nos auditeurs nous voient. Voilà. Il implique souvent aussi, ce qui n'est pas forcément facile politiquement, une certaine liberté de tarification, et ça, ce n'est pas propre à l'Afrique. Hein. Si vous regardez les débats sur l'énergie en France en ce moment, on est tous sauf exemplaires. Mais et je me rappelle, je prends l'exemple de Bujagali. Bujagali, qui était donc en Ouganda, qui était un barrage de l'eau, où il y a exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire un opérateur qui met le capital d'abord. C'était un truc qui coûtait entre 800 millions et 1 milliard. Il fallait 200 millions de capital. Mais le capitaliste, qui était à l'époque l'Agacan plus, je ne me rappelle plus quel était avait in fine dans le contrat quelque chose qui permettait une rémunération du capital autour de, en tout cas à 2 chiffres, des chiffres précis. À la même époque, 21%. Voilà. À la même époque, dans un pays d'Afrique de l'Ouest que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, l'Assemblée disait, si on privatise ce secteur-là ou si on donne un contrat de PPP, il faut que ce soit le même rendement que EDF à la Bourse de Paris, c'est-à-dire 9%. Et là, évidemment, vous allez moins facilement trouver du capital. Donc, ma question pour vous et pour Thierry, c'est est-ce que ça a évolué? Thierry, dans les derniers contrats que tu as négociés avec le Fonds 6 à l'époque, est-ce qu'il y avait moins de tension? Parce que c'est un sujet légitime, encore une fois, dans mon propre pays, quand on augmente l'essence de 3 centimes, tout le monde descend dans la rue. Donc, je ne dis pas que c'est des sujets faciles. Mais c'est vrai que si on veut avoir du capital privé qui accélère les mutations en attendant que les bailleurs de fonds arrivent, il faut aussi une forme de libéralisation des tarifs, quoi. Et sinon, on n'y arrive pas. Je ne sais pas, Thierry, là-dessus, est-ce que tu veux… Non, mais alors moi, je sépare un peu, même si ce n'est pas le cas dans la réalité, la perception du retour que doit avoir l'investisseur. Et de ce côté-là, on a toujours été aligné avec le Fonds 6. Hein, donc, on n'a pas eu de débat. On était dans le même camp là-dessus. Et puis, la tarification, quand on a des usagers ou des clients pour le… Et je crois qu'il faut systématiquement essayer de trouver un équilibre dans la durée. C'est-à-dire que ce soit quand on a fait les projets solaires, on a trouvé des moyens, par exemple, ne serait-ce que à travers les certificats verts Nations Unies, des moyens de redonner finalement aux clients publics, à la Sénélec, un partage de ce qui pourrait être perçu comme des surprofits dans la durée. Et donc, il faut avoir la transparence et le courage de dire, voilà, moi, j'ai une attente de retour sur 20 ans, sur 30 ans, qui est celle-là, mais je suis prêt à partager à partir d'un certain moment et en toute transparence. Et il faut être conscient que, quels que soient les engagements de l'État, votre perception du risque aujourd'hui, dans 10 ans, elle aura changé, celle des gens aura changé, et que forcément, et puis on le voit en France, ce n'est pas lié à l'Afrique, hein, et donc il faut des formules pour rétablir l'équilibre, mais des formules préagréées quelque part, de discussion, de rencontres, pour à la fois partager ce qui peut être perçu comme du surprofit, éventuellement le réinvestir dans la collectivité d'une façon ou d'une autre, ou le redonner à l'État, ou des baisses de tarifs, mais je pense que c'est fondamental dans la discussion initiale d'aborder ce point-là d'emblée. Sans trahir de grands secrets, la négociation qui a lieu en ce moment sur le BRT, nous sommes les premiers à dire qu'il ne faut pas augmenter le tarif.
Il faut que le tarif soit acceptable. Alors, des fois, l'État dit oui, mais ma redevance, ça va être moindre. Je dis oui, mais, mais on ne va pas tous se faire caillasser. Bon, voilà, donc, il faut trouver cet équilibre et c'est un équilibre qui se trouve dans le dialogue public-privé, mais en toute transparence. Et il ne faut pas regarder son TRI initial, mais il faut regarder dans la durée ce qu'on pourra partager et quel équilibre on peut trouver. Merci Thierry. Alors, Monsieur le ministre, c'est facile d'avoir cet équilibre, hein, sans te faire caillasser, pour reprendre l'expression de Thierry. Non, absolument. Dans tous nos pays aujourd'hui, il y a sur ces sujets-là régulièrement, il y en a eu au Sénégal, il y en a en France, il y a régulièrement des réactions sociales fortes. Hein. Non, absolument. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je recommande vraiment que quand on est en face de l'État, même si en face, des fois, certains États, on n'a pas cette expertise, il faut toujours être raisonnable et réaliste, ne pas viser des TRI extrêmement élevés, parce que tôt ou tard, les gens vont essayer de renégocier cela, parce que le tarif, les gens vont trouver que peut-être c'est trop cher, etc. Mieux vaut, dès le départ, avoir quelque chose de raisonnable, un tarif raisonnable accepté par tous, un TRI raisonnable, une formule de partage quand il y aura du upside, quand il y aura du profit, quand il y aura du surprofit, par exemple, de manière transparente pour éviter que le lendemain, qu'on ait des renégociations qui ternissent l'image d'un pays, mais aussi qui ternissent l'image de l'investisseur. Parce que être victime de cela dans un pays quelque part, ça ne donne pas une belle image, un belle image en fait. Et donc ça, il faut tenir compte de tout cela. Au Sénégal, nous avons réussi. Récemment, on a fait une renégociation d'une concession. Quand même, on a trouvé un terrain d'entente, mais on s'est rendu compte quand même que ce qui avait été signé il y a plusieurs années, entre guillemets, c'était quand même trop. Et du coup, ça a causé des problèmes, quelques problèmes sociaux, un peu politiques, mais qu'on a réussi à résoudre. Mais je me réjouis de voir qu'avec Meridiam, toutes les discussions qu'on a eues, que ce soit dans le solaire et les discussions en cours, je les suis également, avec BRT, on sent cette volonté d'avoir un équilibre, d'avoir vraiment quelque chose d'acceptable pour tout le monde. Et c'est ça que je conseille également aux investisseurs, d'être là dans la durée, d'avoir cette bonne réputation, parce que les gens seront toujours motivés de refaire un projet avec un investisseur étranger qui est raisonnable, qui est réaliste. Ça encourage tout le monde à faire plus de projets. Et au Sénégal, nous l'avons réussi. Mais ce qui est important aussi, c'est de tout faire pour encourager les États à avoir de bonnes équipes en face. Ça va rendre les choses plus faciles et ça va rendre le projet plus équitable. Et dans la durée, tout le monde y gagne. Merci. Oui, c'est vrai que l'histoire des PPP, ça s'est beaucoup amélioré, mais la première génération de PPP, malheureusement, il s'est produit ce que vous décrivez, c'est-à-dire des États pressés pour des raisons légitimes, négociant rapidement pour des raisons légitimes, et donc des contrats souvent déséquilibrés. Et un contrat déséquilibré, c'est ce que disait Thierry, il sera toujours renégocié. Il y aura toujours 1000 raisons. Et d'ailleurs, même quand on ne renégocie pas le contrat, le seul fait que l'infrastructure soit terminée fait que le risque baisse et qu'on la refinance. Donc, de toute manière, et que si dans la même période, on l'a vécu en Europe, les taux baissent, du coup, il n'y a pas de raison de se gaver sur le tarif. Donc, ça, mais pour ça que j'aimais beaucoup la SONES, parce que pour moi, le Sénégal a été précurseur. Si vous regardez la SONES il y a 20 ans, c'était déjà un contrat où il y avait exactement ce que Thierry demandait à l'instant, c'est-à-dire au moment du PPP, un truc préagréé, qui était tellement préagréé qu'en fonction de toute une série, prix du pétrole, etc., boum, je vais dire par une méthode de calcul, un fichier Excel, peut-être même du framework à l'époque, le tarif sortait, ce qui donne une forme d'objectivation qui résout toutes les tensions politiques. Alors, moi, j'ai une deuxième question pour vous, et ça, avec votre casquette FONSIS, et je pense que Thierry l'a dit en introduction, c'est la partie développement. Encore une fois, c'est un continent qui a des infrastructures massives, qui a des clients prêts à payer. Les consommateurs africains ne demandent qu'une seule chose, c'est à payer un service de qualité. Et les durées de développement sont parfois longues. Et moi, je sais que depuis que je bosse, je tourne autour de ça. Donc, je pense que l'immense avantage d'acteurs comme Meridiam,
c'est que finalement, ils finissent par internaliser ce que vous disiez. Ils sont suffisamment grands maintenant pour pouvoir internaliser la phase de développement, prendre des risques de développement, sans le dire, tout en le faisant, etc. Mais finalement, c'est assez rare, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez tous les deux comme conseil à donner à même quel conseil, Thierry, tu peux donner à tes concurrents? Parce qu'on a besoin de concurrents. On a tous besoin de concurrents pour accélérer l'émergence de projets. Parce que ça, je pense que c'est un des grands dilemmes. Ouais. Non, mais il y a deux aspects, parce que le sujet, c'est un dialogue. Hein. Donc, le développement du projet, comme notre ministre le disait, c'est aussi le développement des capacités côté public. Et ça, c'est un débat auquel on a essayé d'apporter une réponse, notamment avec nos Africa Infrastructure Fellowship, qui sont d'ailleurs à Paris en ce moment et que certains ont dû rencontrer, mais qui essaie vraiment de créer un réseau d'expertise sur ces contrats complexes au sein des administrations africaines pour que les gens aient vraiment une capacité de négocier, de compréhension et soient à armes égales quelque part. Donc mais ça facilite beaucoup parce que les durées de développement sont dues essentiellement à une incompréhension mutuelle sur un certain nombre de sujets. Ça peut être une incompréhension avec les DFI sur les attentes en matière de standards ESG. C'est souvent le cas. Hein. Il y a beaucoup de développeurs et nos concurrents, on leur conseille, sans prendre des risques énormes, de commencer les processus ESG en même temps qu'ils commencent le projet plutôt que d'attendre d'avoir signé leur contrat pour le faire et du coup de reprendre un an derrière pour expliquer à la SFI ou à Proparco comment ils vont régler ces problèmes. Donc, il faut faire du simultané, beaucoup. Donc, avoir en parallèle à la fois la discussion avec les États, les collectivités, le processus d'engagement des populations qui est nécessaire pour les processus ESG et puis toutes les études techniques réglementaires nécessaires aussi pour atteindre les standards qu'il faut. Donc, c'est du parallèle. Sinon, et ça, c'est le vrai conseil. Alors, ça demande une petite prise de risque supplémentaire parce que payer des études ou autre. Mais en même temps, la contrepartie, c'est que côté État, il faut que cette compréhension de ces risques soit partagée. Et des enjeux aussi, parce que des fois, alors ce n'est pas le cas au Sénégal, mais on rencontre du secteur public qui sont peu conscients de ce que les standards AFC sont, qui voient à la légère des déplacements de population, alors même si c'est 3-4 maisons, mais ça peut vite déclencher 6 mois de retard sur un financement. Et donc, ces choses-là, il faut les aider à les anticiper. Même dans des pays qui ont une pratique PPP, je pense au Kenya sur le sujet Nairobi-Nakuru, pendant l'offre, nous avons anticipé un certain nombre de sujets ESG avec Vinci que l'État même n'avait pas anticipé. Parce qu'on savait bien que ça pouvait, sur une autoroute qui fait autant de kilomètres, ralentir le processus. Donc, c'est un donnant-donnant pour une compréhension mutuelle, mais le sujet, c'est qu'il faut tout faire en même temps et pas faire en séquentiel. Merci Thierry. Il y a une question de l'audience que je vous cite à tous les trois. Je ne sais pas qui va la prendre, peut-être Bertrand ou qui est donc de Monder-Canfir, qui vous pose la question suivante. Bonjour à tous. La normalisation est certes une bonne chose, mais est-ce que la labellisation qualité type PQL de l'ODA-NEPAD peut être un catalyseur des financements privés ou PPP? Alors, je vous avoue que moi, je ne sais pas ce que c'est que la labellisation qualité type PQL de l'ODA-NEPAD. Oui, honnêtement, ce type de label peut être utile peut-être pour labelliser des process, mais par contre, pour labelliser des contrats,
Je pense que ça n'est pas indispensable. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un grand nombre de pays sur le continent, chacun avec un système juridique différent. Donc, il serait compliqué de tout uniformiser. Le label, ensuite, qui le donnerait, ça aussi, ça me paraît assez compliqué. Donc, honnêtement, jusqu'à présent, on n'a jamais évoqué ce type de sujet à l'occasion, en tout cas, de la revue de contrat. En revanche, effectivement, le fait de savoir que le contrat est basé sur des PPP qui ont été en mesure d'atteindre la clôture financière, ça reste quand même le critère le plus important. On n'est jamais aussi bon que par rapport à son dernier précédent. Et donc ça, c'est évidemment le principal critère des investisseurs. Alors, il y a une tentative, une tentative, c'est plus une initiative très forte qui a été menée par HSBC qui s'appelle Fast Infra. Donc, pour la labellisation des projets, mais sous un angle, bon, à la fois efficacité contractuelle, mais sous un angle aussi sustainability. Parce que c'est un angle qui, notamment, peut permettre à beaucoup d'investisseurs étrangers qui n'arrivent pas forcément à caser de l'exposition africaine ou des pays émergents dans leur portefeuille. C'est une porte d'entrée souvent plus simple et qui peut permettre d'amener à la fois du volume et de l'efficacité. Donc, il y a pas mal d'espoir sur ce label Fast Infra. Merci. Il nous reste très précisément 2-3 minutes. Est-ce que chacun d'entre vous veut… donc d'abord, encore une fois, un immense merci. Ça a été un privilège pour nous tous de vous avoir tous les trois. Amadou, merci d'avoir, au dévoté de l'autre bout du monde, accepté de vous connecter. Est-ce que vous voulez, dans l'ordre, Bertrand, Thierry et M. le ministre, nous donner un peu votre conseil de conclusion? En 2 mots, je dirais que de l'argent, il y en a, c'est clair. Les fonds sont disponibles, ils sont en attente. D'ailleurs, par rapport aux investisseurs privés, effectivement, on n'a jamais eu autant de marques d'intérêt de la part des fonds pure PI sur l'Afrique que depuis le retour du confinement. On a été pas mal à être contactés par des fonds qui, pour le coup, ne sont pas des fonds d'infrastructure, mais vraiment de pure PI. Donc, l'argent, il est là. Ce qui manque peut-être, c'est les projets de qualité. Et toute la difficulté est dans le temps qu'il faut pour développer un actif de qualité qui permet d'intéresser ces grands fonds d'infrastructure. Merci. Thierry? Moi, mon mot est simple, c'est que les projets, il y en a, mais il faut venir les faire. Il y a quand même un niveau de concurrence qui est moindre, mais il faut travailler. Voilà. Donc, mais il y a l'opportunité, pour moi, elle est quand même renouvelée, parce que je pense que le Covid a remis au centre du jeu le fait que les États ont envie d'accélérer leur équipement en infrastructure et de façon très forte. Donc, c'est le moment ou jamais d'investir en Afrique. Merci Thierry. Monsieur le ministre, à la droite. Merci beaucoup. Juste pour noter que la perception du risque en Afrique est encore élevée, malheureusement. Les études de Moody's ont montré en 2020 que c'est erroné ce que certains en fait, ont comme perception sur le risque d'investir en Afrique. Donc, il faut s'ajuster et donc ajuster également côté returns en prenant en compte toutes les réformes que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il faudrait que tous qu'on travaille ensemble pour faire, je ne dirais pas le lobby, mais surtout le plaidoyer pour que quand même les banques de développement multilatéral puissent continuer à investir dans le gas to power. Ce que j'entends vraiment se préparer, se peaufiner à la COP et tout,
n'est pas très bien, moi, je pense, pour les IPP dans nos pays, parce que nous avons encore besoin d'utiliser le gaz que nous avons. Il faut tenir compte de cela. Il y a une transition énergétique en cours et il faut respecter. Tout le monde avait signé à Paris. Il faut respecter cela. On ne peut pas move the goalpost at the last minute. Vraiment, Thierry, sans les banques multilatérales, ce sera difficile de financer tous ces IPP en gaz durant les prochaines années. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. C'est une très, très belle conclusion parce que j'avais en introduction, mes premiers mots, c'était de rappeler que les 48 pays d'Afrique ont contribué à 1% des émissions mondiales de CO2 depuis 1751 et qu'aujourd'hui, un Sénégalais ou un Ivoirien, c'était 0,4 ou 0,5 kg de carbone par habitant. Donc, ce serait un pur scandale. C'est l'ancien de Proparco et membre du Comité de la FD qui dit, à titre personnel, ce serait un pur scandale si l'Occident, effectivement, sachant que réduisait la capacité à produire de l'énergie à partir de gaz en Afrique, sachant que c'est une énergie de transition. La transition climatique, il y a le mot transition dedans. Voilà, donc c'est un avis personnel. Je sais que si je risque d'être pendu haut et court quand je dis ce genre de choses, mais j'assume. Voilà. On te soutient. Luc, s'il te plaît, n'hésite pas à m'envoyer des données sur cela. J'essaie de... J'ai un diapo. Amadou, j'ai un diapo que je t'envoie, je lève de l'argent avec ça, qui montre justement l'équation de Kaya, c'est-à-dire l'équation du CO2 appliquée à l'Afrique. Je t'envoie ça. S'il te plaît, envoie-moi. Et si Thierry, toi aussi, tu as des statistiques sur le financement des DFIs, des IPP durant les 15-20 dernières années, on va démontrer qu'il n'y a pas eu de financement hors DFI sur les IPP, je pense. Hein. Peut-être 1% peut-être de IPP ont été financés hors DFI, probablement, ou zéro. Donc, si on interdit la BAD, la BID et autres, AFC, de mettre de l'argent, le private sector window dans les IPP, on est mal barré. Alors qu'on a encore besoin de beaucoup d'électricité dans nos pays et le gaz est là pour ça. Voilà. Absolument. Merci. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.